Merci beaucoup. Moi, je devrais être correct pour le volume. Vous devriez m'entendre très bien. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Vous voyez, j'ai plusieurs chapeaux. Ce matin, mon chapeau, c'est celui-là d'historien. Ça fait que je vais vous raconter une histoire, une très brève histoire, hein. La présence de la compagnie Presse au Québec, c'est 187 ans. Ça fait que j'ai 20 minutes pour vous parler de ça. Ça fait que bien sûr que ça va être très bref. Je vais aborder, puis je devrais dire effleurer, 3 points ce matin dans ma présentation. On va regarder un petit peu, bon, pourquoi la Coupe du Bois. Hein, quand Price, il s'inscrit justement dans cette dynamique-là de la Coupe du Bois. La compagnie Price et le Saguenay, hein, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la compagnie Price et les villes de compagnie, mais là, ça va être 2 ou 3 diapositives. C'est vraiment succinct. Ce qui est surprenant, hein, je viens de vous dire que ça fait 187 ans, ça veut dire 1820 à 1974, la compagnie Presse au Québec puis au Canada. Il n'y a presque pas de travaux scientifiques qui ont été faits sur cette histoire-là. Il faut encore se référer à la thèse de Louise Deschênes, qui était faite en 1964. Fait que ceux qui s'intéressent ce matin, là, il y a un fort potentiel. Premièrement, il y a un potentiel extraordinaire dans le fonds d'archives. Juste pour vous donner une idée, le premier versement du fonds Presse, c'est 130 bobines de microfilm, à 3500 images par microfilm. Vous voyez, la masse documentaire est importante. Il y aurait un travail extraordinaire à faire avec ça. Quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai abordé un peu Price, mais du côté justement du Saguenay. Parce que ma maîtrise me portait sur l'ouverture du Saguenay à la colonisation. Et tout l'échange qu'il y avait entre la Société des 21 et la Société du Saguenay et William Price. Fait que s'il n'y avait pas eu de coupe de bois, s'il n'y avait pas eu de blocus continental en 1806, bien sûr que l'industrie forestière n'aurait pas connu un essor aussi extraordinaire au Bas-Canada et au Canada. La coupe du bois, comme je vous disais, avec près le blocus continental, parce que là, on fait un survol, ça permet à l'Angleterre de venir vers sa colonie, de venir chercher le bois. Hein, à l'époque, le bois était carré. Le bois de sciage va arriver après au 19e siècle. Et là, ça va donner naissance à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires qu'on appelle les marchands négociants. Et William Price, le fondateur de la compagnie, est vraiment ce type de personnes-là. Si ça vous intéresse, là, j'ai noté Bervin. Georges Bervin a travaillé beaucoup sur ces hommes d'affaires-là à Québec. Parce que, vous voyez, c'est l'importance du port de Québec. Au début du 19e siècle, même jusqu'au milieu du 19e siècle, le port de Québec est vraiment l'endroit où on va exporter le bois vers l'Angleterre. Et c'est comme ça que William Price va arriver, va être l'agent d'une compagnie, d'une ou deux compagnies anglaises, va être agent au Bas-Canada. Et toute cette industrie du bois-là va donner naissance à plusieurs régions, bien sûr, du Québec. Alors, j'ai mis plusieurs images parce que je me suis dit que c'est toujours intéressant de voir des photos anciennes. Bon, c'est ça, c'est les fameux cageux, hein, au début du 19e siècle, qui partaient de la rivière des Outaouais et qui s'en venaient jusqu'à Québec. Et là, vous avez le port de Québec où tout le monde mettait son bois pour l'envoyer en Angleterre. C'était vraiment, il faut dire, c'était vraiment quelque chose de particulier parce que des fois, il fallait qu'attendre le bateau arrive, puis là, le bois noircissait durant ce temps. Tu sais, je veux dire, c'était une dynamique, là, on peut dire que c'était une dynamique presque artisanale d'expédier le bois jusqu'en Angleterre. Bien sûr que quand on parle d'industrie forestière, on parle de bois, on parle de la fameuse théorie des staples. La théorie en français qu'on a traduit par la théorie des ressources premières, qui est de Innis et McIntosh. Juste brièvement, 2 phrases, qu'est-ce que c'est la théorie des staples? C'est le concept des ressources premières, est une théorie qui affirme que le développement économique et territorial du Canada dépend historiquement de l'extraction et de la commercialisation des ressources naturelles. Formulée dans les années 1920 par les historiens économiques Innis et McIntosh, elle stipule que l'exportation des ressources naturelles du Canada vers les économies plus avancées a un impact profond sur l'économie ainsi que sur les systèmes politiques et sociaux. C'est qui s'occupe du temps? C'est encore vous, monsieur? Ou... OK. Vous allez me faire signe?
Non, ben là, c'est pas que je voulais savoir tout de suite, mais je voulais savoir vers qui je me... Parce que vous savez, les historiens sont souvent raconteux, ça fait qu'il faut un peu les arrêter. Moi, je trouve toujours qu'il ressemble à John A. MacDonald sur cette photo-là. C'est William Price jeune. Hein? Je voulais juste vous présenter le personnage. C'est facile de retenir hein, les dates extrêmes de vie de William Price. Révolution française, 1789. Confédération, 1867. Fait que vous allez vous en rappeler tout le temps, c'est quoi les dates de William Price. Né en Angleterre, quand vous êtes débarqué au Québec, il va participer à la guerre de 1812 contre les États-Unis. Fonde la compagnie Price en 1820. 1825, mariage avec Jane Stuart. Je mets ça parce que, vous savez, dans la bourgeoisie marchande du 19e siècle, les mariages d'amour ne sont pas si réguliers que ça. Et William Price et sa femme, si on lit la correspondance qui s'échangeait entre les deux dans le fonds d'archives, ils s'aimaient. Et la preuve de cet amour, c'est 14 enfants. Fait que vous voyez, c'était des gens qui... Il y a des lettres d'amour et c'est très rare dans le milieu bourgeois de cette époque-là. 1840-1842, l'achat des parts de la Société du Saguenay. Et là, Price va construire son empire à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fondation en 1855 de la compagnie Price & Son avec ses 3 fils. Et le décès à Québec de William Price. Juste le personnage en lui-même, j'aurais pu vous faire juste une présentation sur lui, parce que c'est un beau personnage de l'histoire marchande du Québec. Vu que je n'ai pas trouvé de carte qui couvrait la majorité du Québec, si on regarde, c'est juste une carte, juste pour, je me déplace, ça va couper l'enregistrement, mais c'est pas grave. Tout le long du fleuve jusqu'à Ottawa, ça, c'est surtout là que se situent tous les moulins assis que la compagnie Price a. Que ce soit à Métis, que ce soit sur la Côte-Nord, il y en avait plusieurs dizaines. Et là, quand l'industrie des pâtes et papiers va arriver avec le descendant de 3e Price, là, bien sûr que la plupart des moulins assis vont fermer ou ont déjà fermé. William Price et le Saguenay. J'ai mis ces 2 photos-là parce que ça représente bien amour et haine. OK? C'est un peu... Vous allez voir, avec Sir William Price et les pâtes et papiers, la dynamique va changer un peu. Mais au 19e siècle, soit qu'on admire Price, William Price, la compagnie Price, ou soit qu'on déteste les Price. On déteste les Price à cause de ce qu'on appelle les fameux pitons. Pour faire une histoire courte, un piton, bon, c'est pas Price qui a inventé ça, la famille Robin le faisait en Gaspésie avant eux. C'est qu'on payait les employés pour leur travail dans les chantiers avec de l'argent qui était produit par la compagnie. Parce que la première banque à Chicoutimi, c'était en 1892. Puis vous voyez, ces pitons-là étaient émis à partir de Petit Saguenay, dans le Bas-Saguenay. Celui-là, c'est le piton de 1850. Et les employés devaient échanger ça au magasin de la compagnie. Et si par malheur, ils échangeaient ça à l'autre magasin, parce que Price avait des magasins partout dans la région, il perdait 25 % de sa valeur nominale. Fait que les gens étaient un peu pris dans toute cette dynamique-là qu'on appelait les pitons. Fait que les travailleurs de la région travaillaient pour Price, mais détestaient le système de paiement qu'on leur faisait. En contrepartie, on a érigé en 1882, c'est pas loin de l'hôpital de Chicoutimi aujourd'hui, anciennement l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier, le monument Price. On l'a érigé pour celui qu'on appelle le bon Price. OK? Ça vous dit un peu c'était quoi la dynamique? C'est un des fils de Price qui s'appelait William Evan. Lui, on l'appelait le bon Price parce qu'en 1870, il y a eu un incendie majeur qui a détruit presque entièrement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et William Evan avait fourni des grains de semences, avait aidé beaucoup, en réalité, ses travailleurs, avait aidé les gens à s'en sortir, justement, de cette tragédie-là. Fait qu'on lui a érigé un monument. Les 4 personnes, il n'y a personne d'enterré là, c'est vraiment un monument commémoratif. Il y a William Evan, on a 4 plaques hein, sur les 4 côtés du monument. Il y a David Edward Price, il y a William Price père, et il y a Sir William Price qui va décéder en 1924. En 1925, on va rajouter une pierre en son honneur. Je m'étais mis des notes, puis je pense que je ne les suis pas, mais c'est pas grave. OK. Oui, je voulais dire aussi que William Price, on l'a nommé à cette époque-là, à l'époque du monument, le père du Saguenay.
Hein? Ça fait que là, bien sûr, que tous les historiens pendant le 20e siècle, tout dépendant comment on se situe idéologiquement, ben, ça a fait souvent des disputes entre les historiens régionaux. Et c'est un monsieur qui s'appelle Arthur Buis, que vous connaissez, hein, dans les histoires des pays d'en haut qu'on a repris maintenant, que dans son livre qui est écrit sur le Saguenay en 1880, nomme Price comme le père du Saguenay. C'est de là que ça vient, l'origine de père du Saguenay. Bon, vous avez les trois fils Price. David Edward, Evan John et le bon Price, William Evan Price. Ils vont successivement être à la tête de la compagnie. Avez-vous envie d'une petite anecdote amusante? OK, on va se faire une petite anecdote amusante ce matin. Il y a un abbé important dans la région qui s'appelle Monseigneur Eugène Lapointe. Eugène Lapointe, bon, il va être un personnage important pour toute l'éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et quand il arrive de Charlevoix en 1882, il faut vous dire que David Edward Price est ce qu'on appelle un vieux garçon. Hein, il n'est pas marié. Fait que, quand il arrive en 1882, il est avec son père. On va voir M. Price qui est pas loin d'ici, à la Rivière-du-Moulin. Et là, quand il sort, il a trouvé quelque chose de particulier, Eugène Lapointe. Quand il sort, il demande à son père, il dit « Le serviteur, c'est-tu le fils de M. Price? » Parce que c'est son sosie. Fait que la petite histoire voudrait que M. Price recevait parfois des dames et qu'il menait une vie, pas de débauché, mais une vie de vieux garçon, puis il y aurait des enfants dans la région, au moins un, qui auraient ressemblé à M. Price. Ça, c'est la petite histoire. On referme la parenthèse. Evan John, il était sénateur. Et quand il va décéder en 1899, c'est Sir William Price qui va, vu eux qui n'ont pas de descendants, c'est un de leurs neveux qui va prendre la succession de la compagnie. Vous allez voir jusqu'en 1965, il n'y a pas interruption à la présidence de la compagnie Price. C'est toujours des membres de la famille qui sont soit à la présidence ou soit dans le conseil d'administration de la compagnie. Ce fameux Sir William Price-là, qui est né au Chili en 1867, qui est d'un frère justement des trois autres, parce qu'il y a juste 3 enfants sur les 14 Price qui ont été mariés. Ça fait que ça ne laissait pas beaucoup de descendance pour la famille Price. Fait que ce monsieur-là va vraiment faire le tournant entre le boîtillage du 19e siècle et va entrer dans la nouvelle dynamique du 20e siècle, qui est justement l'industrie des pâtes et papiers. C'est ce monsieur-là qui va mettre sur pied Riverbend, qui va mettre sur pied Kenogami. Hein, juste une autre petite parenthèse anecdotique. Le nom Kenogami. Vous savez, il y a un lac pas loin, en Haute-Chicoutimi, qui s'appelle Kenogami. Mais anciennement, il y a une municipalité qui s'appelle maintenant Larouche, qui s'appelait Kenogami. Mais M. Price aimait beaucoup le nom de Kenogami. Fait qu'il est allé voir la municipalité et pour 200 $, il a acheté leur nom. Fait que là, la municipalité maintenant s'appelle de Larouche, qui est le fondateur en 1885 de cette municipalité-là. Vous voyez, le pouvoir de l'argent est toujours dur d'y résister. C'est encore de la petite histoire. William Price va s'associer aussi avec James Buchanan Duke, ce qu'on appelle la Duke Price, et ils vont mettre en place le plus gros barrage hydroélectrique de l'époque, Île-Maligne. Et c'est ce barrage-là, pour faire une histoire courte, qui va amener la présence d'Alcoa au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et au départ, hein, M. Duke, c'est un visionnaire, mais quand il vient construire ça, d'abord, il tombe en amour avec le pouvoir hydroélectrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et il décide de construire un barrage sans savoir quelle industrie qui va venir. Hein, ça a coûté plusieurs centaines de millions à faire. Puis finalement, c'est son ami Arthur Vining Davis qui va venir s'implanter à Jonquière, à l'Arvida, grâce à cette centrale hydroélectrique-là. Dans le temps, je ne suis pas si pire, ou comment je suis rendu, madame? C'est 13 minutes. 13 minutes, OK. Comme je vous disais, c'est ce monsieur-là, Sir William Price. Alors, peut-être pour pouvoir dire, OK, on a du temps. Pourquoi on le nomme Sir? Pourquoi ce monsieur est chevalier? Eh oui, vous le savez, ça fait que je vais le raconter. En 1915, lors de la Première Guerre mondiale, on mandate William Price pour mettre en chantier, construire Valcartier, pas loin de Québec. En 3 semaines, il prend ses employés, les nombreux employés de ses moulins et de pâtes et papiers, et pendant 3 semaines, on va mettre sur pied pas Valracine, Valcartier. Et c'est en l'honneur, justement, de cet effort de guerre extraordinaire
qu'on va le nommer chevalier. C'est encore de la petite histoire. Price, bon, tantôt on va parler d'Arvida comme ville de compagnie, on en a parlé un peu. Price a eu 2 villes de compagnie officielles, Kenogami 1912, pas loin de Jonquière, et Riverbend en 1925, pas loin d'Alma, pour son moulin justement d'Alma. Mais officieusement, on peut dire que Price avait 2 villes de compagnie. Je pourrais dire plutôt des villages de compagnie. L'Anse-Saint-Étienne, qui est dans le Bas-Saguenay, maintenant c'est un site historique qu'on peut visiter. 1882 à 1900, c'est justement un fils de M. Blair qui va être justement là. Vous allez probablement parler de l'Anse-Saint-Étienne, fait que je ne m'étends pas plus que ça là-dessus. Et Chute-au-Galet, qui est dans le nord de Falardeau, qui est relié à la centrale, justement, de Chute-au-Galet, et on va installer un village, justement, dans ce coin-là. C'est sûr que Kenogami et Riverbend vont être les vraies 2 villes de compagnie appartenant à la compagnie Price. En 2011, j'ai travaillé pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec à une petite exposition itinérante sur les villes de compagnie. Et je me suis aperçu en faisant le travail de recherche qu'il y a eu à peu près une dizaine de villes de compagnie dans la région. Et j'ai sorti 4 caractéristiques qui définissent bien, selon moi, la vie dans une ville de compagnie. Un mélange de cultures, on en a parlé, M. Michaud nous a donné plusieurs exemples tout à l'heure. Vous n'avez pas mentionné, mais Arvida, la francisation. C'est vraiment, vous en avez parlé un peu, mais avec le journal Le Lingot, la francisation Arvida, c'était quelque chose de vraiment important. Du côté de la compagnie Price aussi, bien sûr que ce mélange de culture-là est important. C'est un mélange multiculturel, hein. Ce n'est pas juste les francophones avec les anglophones. C'est tous les gens qui venaient travailler, même à Kenogami, il y en a eu beaucoup de gens qui sont venus, selon les vagues d'immigration qu'on a eues au Québec, sont venus travailler dans les moulins ou à la construction aussi dans les années 50 du réseau hydroélectrique de la compagnie Price sur la rivière Chicoutimi. Une modernité accessible à tous. Il y avait un décalage, je vous dirais jusque dans les années 50. Il y avait un décalage important entre vivre dans une ville de compagnie et vivre dans un village ou une ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste l'aspect que je vais parler après, juste l'aspect culturel. Hein, si on regarde, dans les villes de compagnie, souvent, il y avait une bibliothèque. Il y avait des sports et loisirs organisés, il y avait de la culture de la peinture, il y avait des sports, il y avait une société toute organisée parce qu'on voulait rendre les travailleurs heureux, tout en les conservant aussi dans un milieu assez clos. Mais on voulait que les gens, les travailleurs soient heureux. C'était le principe des villes de compagnie. Et c'est pour ça qu'on organisait plein d'arts, de culture, de loisirs. Et les villes de compagnie sont des bons représentants de ça. Et ça, après ça, par ricochet, les autres villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi ou d'autres Jonquière ont subi cette influence-là. Que les villes de compagnie, comme ils étaient précurseurs dans plusieurs infrastructures sociales, ça a influencé les autres villes de la région. Et une qualité de vie particulière. Le monsieur tantôt disait qu'on rénovait les maisons. Fait qu'on ne connaissait pas ça dans les autres villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr. Et c'était même, quand on lit les journaux d'époque, on peut dire que les gens envient cette vie-là qu'on a dans les villes de compagnie. C'est envié par le reste de la population de la région. Ça, c'était pour vous montrer une image. Je trouvais qu'elle était intéressante. Ah, 2 minutes, OK. Je trouvais qu'elle était intéressante parce que, mon Dieu, ça a bien passé vite entre 13 et 18 minutes. On voit les chevaux, on voit la modernité, mais on a tout un côté presque rural, pastoral. Hein. Dans les années 20, on est encore au Québec entre deux, entre le moderne et entre l'ancien. Puis je trouvais que cette photo-là, qui était à la construction de la ville d'Ilmaning, illustrait bien ce fait. Bon, on va y aller rapidement. Price va être un acteur important, un des joueurs majeurs dans les pâtes et papiers au Canada. Vous voyez, ça, c'est les exportations. Regardez, entre 85 et 90 des exportations, de la production des pâtes et papiers canadiennes vont aller vers les États-Unis entre 1946 et 1958. Ça, c'était pour vous montrer aussi qu'on ne ferait plus ça aujourd'hui, travailler en bedaine. Hein, bien sûr que les normes ont changé avec le temps. Juste une petite statistique. Entre 1805 et 1815, hein, en plus d'un siècle et demi, il y a eu 125 usines de pâte et papier qui sont construites au Québec.
En 2015, il en restait 40. Vous voyez que ça explique un peu le déclin qu'on assiste depuis quelques années par rapport aux portes et papiers. Ça, c'était juste pour vous montrer, bien sûr que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'hydroélectricité, c'est important pour Alcan, mais c'est important aussi pour la compagnie Price. Là-dessus, on voit le barrage à Chicoutimi, Pont-Arnaud, les installations qu'on a faites. Ça, c'était pour vous montrer le dernier membre de la famille Price à la présidence. Il était président de 1949 à 1965. C'est Arthur Clifford Price. C'est la quatrième génération des Price dans la compagnie. Et en 1956, ce monsieur-là est devenu président de l'Association canadienne de la pulpe et du papier. Oui, il faut que je coupe. OK. Bon, la fin d'un empire, 1974, The Price Brothers se fusionnent. 1997, c'est la disparition complète du nom, après 187 ans de présence. C'est une des plus importantes compagnies de l'histoire du Québec. Et je vous invite à regarder un des seuls vestiges qui restent du 19e siècle de la compagnie Price, le magasin Price qui est au bassin. Et ceux qui veulent s'amuser, en 2013, j'ai fait une exposition dans la maison Price. C'est comme un papier journal, il y a 17 panneaux et à cette adresse-là, vous avez toute l'histoire de la maison Price, mais aussi de la famille Price. Fait que vous irez voir si ça vous intéresse. Et je vous remercie beaucoup. Je suis correct là? 21 minutes, je m'excuse. Merci beaucoup.